Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le Petit Blaise, émission spéciale Résistance, s'engager pour libérer la France. Au sommaire aujourd'hui, Madame Kokanas, historienne et directrice des archives départementales de l'Aude, va nous expliquer comment les archives font pour retracer l'histoire de mouvements clandestins passés. Ensuite, nous sommes allés à la rencontre d'anciens résistants de l'Aude qui témoignent. Pourquoi s'engager? Quelles sont les conséquences de cet engagement? Et pourquoi témoigner aujourd'hui? Nous recevons également sur le plateau Phoebe, une anglo-saxonne venue nous parler dans sa langue natale de ceux qui se sont engagés depuis l'Angleterre pour former ce qu'on appelle la résistance extérieure. Bonjour. Et pour finir, nous verrons comment de nos jours, certains s'engagent eux aussi, à travers le dessin de presse, pour libérer la France de certaines idées ou comportements qui peuvent mettre à mal nos libertés. S'engager pour libérer la France passe aussi par l'engagement dans la résistance intérieure, aussi appelée Force française intérieure. Ces résistants ont agi dans le plus grand secret et la plus grande clandestinité. Comment refaire l'histoire de mouvements dont le passé est secret? La résistance, c'est un mouvement clandestin. Vous vous demandez comment on peut faire l'histoire d'un mouvement qui vit dans le secret, dans la clandestinité. Eh bien, nous avons des sources. Nous avons 3 types de sources qui sont à notre disposition. Les premières, ce sont les archives des organismes des services de police et de gendarmerie qui ont combattu ces mouvements de la résistance. C'est là que nous allons trouver un certain nombre de tracts, de procès-verbaux de gendarmerie, d'arrestation des résistants. Et donc là, nous avons effectivement tous les documents qui concernent la persécution de ces mouvements de résistance. Deuxièmement, un autre type de source, ce sont les sources, les documents que le Comité d'histoire de l'occupation et de la libération, dès 1945, a réunis. Il a demandé dans toute la France qu'on recherche ce type de documents, tous les types de documents concernant les mouvements résistants et clandestins. Et nous en avons un certain nombre ici. Ce sont des photographies des maquis, ce sont des photographies de Carcassonne sous l'occupation, ce sont des témoignages également de résistants pris au moment même où ils libèrent le pays. Et troisième type de source, eh bien, ce sont les archives privées que nous constituons depuis des années à partir des documents que les particuliers peuvent avoir chez eux. Ces femmes et hommes qui se sont engagés dans la résistance sont des héros de la patrie. Pourquoi l'ont-ils fait? Nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Dufour, ancien résistant, et Madame Ayora, fille d'un ancien résistant. Ils nous ont expliqué les raisons de cet engagement. Mon père donc avait 17 ans et demi et il a passé un concours d'entrée à l'école normale d'instituteur de Carcassonne. Voilà, donc il a été reçu. Et une loi de Pétain, le maréchal Pétain, donc, a interdit la fonction publique à tout étudiant dont les parents n'étaient pas français. Donc mon père son père était espagnol. Conclusion, mon père a été exclu de l'école normale d'instituteur. Il s'est retrouvé au chômage. Et ça, cette injustice-là, ça a été le point de départ de son engagement. Le premier truc, la première réaction, ça a été ça, lutter contre le gouvernement de Vichy. Je crois qu'il y avait le milieu quand même, hein, il faut être honnête, surtout pour les jeunes. Hein, pour les jeunes, il y avait le milieu. Il y avait le milieu dans lequel tu étais, parce que, qu'on le veuille ou non, le milieu influence. Moi, j'étais dans un milieu où mon père était engagé, et ainsi de suite, donc ça a été naturel. Moi, tout gosse à la maison, je pourrais ainsi dire, je lisais Le Peuple, je lisais le Midi socialiste, je lisais Messidor, je lisais un tas de journaux syndicaux ou politiques qui arrivaient. Je les lisais. Mon père il m'emmenait aux réunions, je le suivais. Donc on a un conditionnement, qu'on le veuille ou non, c'est vrai. Alors je dis, moi, tout dépend dans quel milieu j'étais. Moi, bon, j'aurais pu refuser ça. Mon frère se le mariait dit s'il avait refusé. Il ne m'avait même pas demandé de m'engager. Je m'étais engagé, moi, automatiquement, parce que j'étais au collège du travail et que, bon, la plupart des jeunes qui étaient au collège du travail, on s'était engagés.
C'était ça. Mais avec, je crois que le milieu joue un rôle important. Mais leur engagement a des conséquences très importantes sur leur vie. Les risques sont considérables. Prison, torture et même la mort. Et le 20 septembre 1942, bon, ça devait être 4h du matin, un truc comme ça, 3h ou 4h du matin, on tape à la maison, nous habitions rue Jules Sauzel, les flics viennent, arrêtent mon père et m'embarquent moi aussi. On est embarqués tous les deux. Et on va au commissariat de police et quand on arrive, il y avait le mouvement là. On voit qu'il y avait déjà une quinzaine de gars et notamment des copains de la bourse du travail. Ils avaient été arrêtés avant nous ou en même temps. Enfin, il y a eu un coup de filet important puisqu'on s'est retrouvés au commissariat de Carcassonne, je crois, 25 ou 26. Bon, là, après, ça a été, il y en a qui ont été relâchés, et ainsi de suite. Mais ben, je suis resté, moi et mon père, nous sommes restés dans ceux qu'on n'a pas relâchés. On nous a amenés à ce moment-là au palais de justice, où il y a un juge, bon, je ne l'ai même pas vu, hein, le gars, il est sorti là, il a parlé, et on a été séparés en deux groupes. Un groupe est parti à la prison militaire de Montpellier, j'y étais, moi, avec mon père. Donc, on arrive à Montpellier, ceux qui allaient à Montpellier, là, il y avait les 5 communistes là, que je connaissais du Front National, ils y étaient. Dans notre groupe, ils y étaient. Hein. Là, eux, ils ne les avaient pas loupés. Les 5, ils y étaient. Et on arrive à Montpellier. À Montpellier, on rentre dans une cour, là. Et il y avait des bancs, on nous fait asseoir. Et puis il y avait un prisonnier avec une tondeuse qui commence à nous filer de la première, ça rien nous dire rien. On nous fouille la tête, la boule à zéro, hein, je veux dire que là, automatiquement. De là, on passe dans une pièce, on nous fait dévêtir, on est carrément à poil, et ainsi de suite. Là, on nous photographie, on nous regarde si on a des cicatrices, la couleur des yeux, les dents, les trucs. Et même, on nous fait baisser, on regarde si dans l'anus, il n'y avait pas une mitraillette par là. C'était l'humiliation. Lui, il s'est battu pour témoigner. Il disait c'est absolument indispensable qu'ils reviennent de ces camps, qu'ils en sortent vivants. D'où cette volonté comme ça parfois, qui peut paraître impensable, hein, de survivre, de résister. Le seul moyen de sortir vivant de ces camps, c'était de résister à tout, hein, aux coups, aux insultes, voilà, mais ça paraît impensable. Moi, la première, quand il raconte ce qui est arrivé, je me dis, mais c'est pas possible. Entre la mauvaise alimentation, les travaux. Le devoir de mémoire est une obligation morale de transmettre les souvenirs d'un événement historique tragique. Ces résistants ont accompli pleinement le leur. Après de tels événements, pourquoi témoigner? Pourquoi vouloir revivre un passé douloureux? Monsieur Dufour et Madame Ayora expliquent pourquoi ils ont témoigné. Et c'est ce qui l'a fait tenir justement dans les camps, c'est ce qui lui a permis de résister pour transmettre. On sent qu'il est fier de transmettre cette mémoire, voilà. Qu'il est fier de s'en être sorti pour dire. Donc, lui, il a accompli son devoir de mémoire, d'ailleurs, jusqu'au bout. Jusqu'à 92 ans. 92 ans moins, plus quelques mois. Voilà. Oui, si on veut, c'est une forme d'engagement, surtout pour les copains qui ne sont pas revenus.
Je pense que nous le leur devons. Moi, je le dois à mon père, mais je le dois aussi à tous ceux qui se sont battus et qu'on aurait un peu tendance à oublier. Voilà, parce que c'est une page d'histoire que tout le monde ne connaît pas, finalement, j'ai remarqué. Je suis fière de transmettre ça, et en plus, je le dois. Voilà. Et pas qu'à mon père, à tous les autres. Moi, je fais de la résistance contre l'oubli. Voilà. Je ne veux pas qu'on oublie ça, parce que c'est pas possible. Voilà, donc c'est ma forme de résistance, avec mes petits moyens. S'engager pour libérer la France passe aussi par l'étranger. Mais laissons Phoebe nous en dire un peu plus. How did the English pass the information about the war? To further help the spread of information, radios were parachuted into France for use by resistance groups, as all radios had been seized by the occupied German forces. British radio, especially the BBC, became an effective weapon during the war. Broadcasting in French, English, and other languages, it offered accurate, reliable, and objective information and news. Churchill and de Gaulle were instrumental in the success of the wartime broadcast. For de Gaulle, the BBC was a powerful way to boost moral and raise patriotic sentiments. Broadcasts were also used to pass coded messages to resistance. These famous messages were transmitted during the Radio Londres programme Les Français parlent français. Gabriel vous envoie ses amitiés. Signified an imminent airdrop. Yvette aime les grosses carottes. Informed a weapon airdrop. Jean a une moustache très longue. Was instruction to blow up communication lines between the landing zone and German headquarters. Did the English have other way to pass information than just the radio? The overseas resistance played an important role in funding the printing of the clandestine newspaper. In summer 1940, the British diffused by plane more than 1,000 tracts. This press parachuted and encouraged the movement of the Free French forces and the fight of the resistance inside the country. Le Courrier de l'Air, number 3, in 1942, was bought by the RAF. This company created a union between the countries that are free and France. In this newspaper, it talked about the loss of Hitler against the Russian armies. The overseas resistance therefore played an important role in the outcome of the Second World War in terms of combat, communication and coordination of the resistance movement. En 1942, en France, il y a aussi eu des faux journaux. Le Courrier des Français de France, distribué par le service d'ordre légionnaire, en guise de répondre à la presse parachutée contre les juifs communistes, gaullistes, dénonce la résistance et la montre comme une menace. Would you present to us an English resistant? Violet Chabot, born in 1921, grew up in England and joined the Special Operation Executive, the SOE, after her husband, an officer in the Free French Forces, was killed in combat. Chabot's first mission into occupied France proved she was a capable and resourceful agent, and she returned to England with vital information of the resistance network in Rouen. A second mission in June 1944 was to coordinate the resistance work around Limoges. Within days she was captured and tortured by the Gestapo but refused to talk. She was sent to Ravensbrück concentration camp and executed in January 1945. Violet Chabot was posthumously awarded the George Cross, the French Croix de Guerre and the Médaille de la Résistance. S'engager pour libérer la France. Cette notion est toujours d'actualité. En effet, le dessin de presse est une véritable arme pour lutter contre la perte de nos libertés, que cela soit en France ou à l'étranger. Willis, dans cette courte interview, nous explique, dans le manuel du parfait dictateur, la situation actuelle en Tunisie.
Ça, c'est le dernier bouquin que j'ai sorti, qui s'appelle Le Manuel du parfait dictateur. Et j'ai fait ce livre parce que, en fait, c'est des leçons pour devenir un bon dictateur. Voilà. Et j'ai fait ce bouquin parce que déjà dans le monde dans lequel on vit, si on regarde un peu tous les pays, il n'y a pas beaucoup de démocratie. Il y a plus de dictature que de démocratie. Et nous, on vivait dans une dictature. Et depuis qu'il y a eu la révolution et qu'on n'est plus dans une dictature, on a une instabilité politique, on a du terrorisme, on a de gros soucis et les gens se mettent à regretter la dictature parce qu'il y avait l'ordre, il y avait la sécurité. Et donc j'ai fait ce bouquin pour rappeler un peu aux gens ce que c'était ces années de dictature, parce qu'ils ont une petite amnésie quand même. Ils se rappellent que cet aspect-là de l'ordre, de la sécurité, mais tout le reste, le fait qu'on vivait comme dans une prison à ciel ouvert, ça, ils l'avaient zappé. Et donc voilà, je décortique un peu tous les aspects d'une dictature, mais en faisant des dessins que j'essaye de faire rigolos, marrants. Voilà, on essaie de réfléchir et puis si on peut rire, c'est toujours mieux. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer, au Festival de la caricature de Castelnaudary en novembre dernier, des dessinateurs de presse. Et c'est avec leur propre sensibilité qu'ils nous ont dessiné la notion de l'engagement actuel. Nous remercions Nier, Alf, Gros, Christina, Biz, Wings, Jamesy et Million pour leurs dessins. Décressac rend hommage aux victimes des attentats de Paris et dénonce dans cette caricature les camps de Daesh. Wings, à travers ce dessin, rend hommage aux victimes de Charlie Hebdo et montre que, quoi qu'il arrive, la liberté d'expression est immortelle. Biz, quant à lui, dans cette caricature pleine d'humour, a voulu faire passer le message suivant. Les gens qui font les bêtises sont toujours les premiers à se plaindre. Gros, dans sa caricature, veut montrer que s'engager est une question de solidarité et que les rayures à l'horizontale, unies et soudées, valent mieux que de porter les rayures verticales des déportés. Rappelons que son grand-père est un ancien résistant qui a connu les camps de concentration. Alf, lui, a voulu montrer que s'engager pour la paix, c'est avoir du courage et faire face à l'oppression avec ses propres moyens. À travers sa caricature, Jamesy a voulu montrer que s'engager aujourd'hui pour son pays, c'est d'abord assurer la formation intellectuelle. S'engager pour son pays, que cela soit aujourd'hui comme hier, pour défendre ses libertés, c'est se mettre en danger. Les attentats de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, où des dessinateurs de presse ont été assassinés, nous le montrent. Plus que jamais, le devoir de mémoire est indispensable pour conserver cette flamme au profit des générations futures. Cette émission ainsi s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le Petit Blaise. Et n'oubliez pas, engagez-vous!